Eh bien, on va justement jaser avec nos députés et mes invités ce soir, Ginette Petitpas-Taylor, Sylvie Boucher, François Choquette et Gabrielle Sainte-Marie. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Alors, Madame Petitpas-Taylor, qu'est-ce qu'il va y avoir pour la classe moyenne dans ce budget? Quel est le sens là, de ce qui s'en vient, selon vous? Mais finalement, demain, les détails du budget vont sortir. Notre plan est finalement de s'assurer qu'on va faire croître la classe moyenne. Et puis, on va continuer avec notre plan de supporter l'économie et puis de s'assurer d'avoir la création de bons emplois. Notre plan a été lancé en 2016. On voit des résultats déjà. On voit finalement que cette année, durant les derniers 6 mois, on a eu au-delà de 220 000 nouveaux emplois au Canada. Et puis aussi, on voit que le chômage a baissé de 7,1 à 6,6 Et finalement, on voit que le plan fonctionne, on est content avec les données, puis on va continuer d'aller dans cette direction. Alors, Madame Boucher, est-ce que le plan fonctionne et quelles sont vos attentes du budget Morneau? Mais de toute façon, les attentes sont toujours très élevées de mon côté par rapport aux libéraux parce qu'ils ont fait énormément de promesses en 2015, en 2016, lors de la campagne électorale et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Moi, je viens d'une région rurale et on parle juste de l'infrastructure et on a eu tellement de retard. On n'a même pas encore eu de pelleté de terre en infrastructure. On n'a pas vu beaucoup de changements. Et quand on parle des emplois, il faudrait peut-être vérifier si c'est des emplois à temps plein. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de temps partiel, très peu d'emplois à temps plein. On s'attend beaucoup, et pour la classe moyenne, parlons-en. Vous avez enlevé tout ce que les conservateurs donnaient comme crédit d'impôt, l'achat des livres pour aller à l'école. On avait des choses pour le sport. Ça a tout été enlevé. Et la classe moyenne, à ce que je cherche, ce n'est pas des gens qui gagnent 100 000 par année. C'est beaucoup plus ceux qui gagnent 45 000. Et eux, ils n'ont pas vu un minime de ce que le plan libéral supposément avait. Donc oui, je suis très déçue, mais j'ai hâte de voir demain des belles promesses en l'air, encore des paroles et des paroles. Maintenant, c'est plus des paroles qu'il faut, c'est des gestes. Alors, M. Choquette, pour la classe moyenne, qu'est-ce que ça prend demain? Alors, le NPD va continuer à défendre effectivement les gens, la population. Pas juste les libéraux pensent plus à leurs petits amis. Puis là, c'est le temps d'agir pour la classe moyenne, entre autres. Et il y a deux choses qu'on a demandées, puis que même les libéraux avaient dit « Ah oui, il faut faire ça, effectivement ». C'est lutter contre l'échappatoire fiscal des options d'achat. Ça fait longtemps qu'on en parle, que c'est une manière de trouver l'argent pour réinvestir dans nos communautés. Et ça, les libéraux l'avaient promis, d'abolir cet échappatoire fiscal-là qui est totalement injuste, qui sert juste aux grands riches de notre société, qui pourrait être réinvesti par exemple, en santé. On n'a pas encore d'entente avec la santé, avec plein de provinces présentement. Ensuite, l'autre chose qu'on pourrait faire, c'est s'occuper des PME. Les PME, ce sont les créatrices d'emplois, celles qui font vraiment la création de la richesse dans nos communautés puis nos régions aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait offert de baisser les impôts pour les petites et moyennes entreprises, comme qu'on en a plein dans ma région et dans la région de plusieurs citoyens. Et malheureusement, encore une fois, c'est une autre promesse brisée. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour faire ces deux gestes-là? On s'attendrait à ce que ce soit dans le budget. C'est sûr que si ce n'est pas dans le budget, on va être très déçus par rapport à ça. D'autres choses, puis Mme Boucher en a glissé un mot, il y a plus de 800 millions en infrastructures qui étaient supposés être investis l'année passée. Où est-ce que cet argent-là ne s'est pas rendu dans nos régions? Les régions comme la région de Drummond, par exemple, ont besoin de ces régions-là. Et c'est pas en détournant l'argent pour la mettant dans une banque en infrastructure que ça va aider nos régions, pas du tout. M. Sainte-Marie, votre point de vue? Oui, bien, la banque d'infrastructure, ça va complètement à l'inverse de ce qui avait été promis en campagne. C'est une banque de privatisation des infrastructures. C'est l'entrée des partenariats publics-privés. Ça va être les entreprises privées qui vont mettre la main sur les infrastructures. Pour les aéroports aussi, c'est inquiétant. C'est des choses qu'on va regarder. Nous, pour la santé, ce qui a été annoncé, c'est loin d'être suffisant. Pour la première année, les montants qui sont annoncés pour le Québec, ça ne couvre même pas une journée pour toute l'année des coûts d'exploitation. Le high-five, à ce sens-là, n'était pas justifié. Mon collègue parlait de l'échappatoire des stock options, des options d'achat. Je suis bien d'accord avec lui.
En Chambre, là, on entend de la part du gouvernement qu'ils s'attaquent aux 1 là, qui vont les faire payer. Ben non, c'est pas vrai. Les paradis fiscaux, on a vu le scandale KPMG, l'amnistie avec les ententes de divulgation volontaire. On laisse libre cours aux paradis fiscaux pour les banques, les entreprises. Ça serait le temps de serrer la vis un peu là-dessus. Puis moi, j'ai une fibre là, particulière là, pour les régions. Il y a les producteurs forestiers là, qui sont présents sur la colline aujourd'hui. Ça serait le temps là, de donner un appui au secteur de la forêt, par exemple en garantissant là, dès demain dans le budget que si les États-Unis mettent des droits, des tarifs illégaux, là, qu'il y ait une aide, une garantie de prêt pour les couvrir, pour permettre à nos entreprises forestières et les emplois là-dedans là, de continuer à fonctionner. Ça les menace directement. Puis, quand on parle région, agriculture, nos producteurs fromagers, laitiers ont été sacrifiés dans l'accord Canada-Europe. Les compensations sont symboliques. S'ils ont été sacrifiés, au moins qu'ils soient compensés. Absolument. Si vous me le permettez, si Oui, je peux... allez-y. Ouais, juste pour répondre un peu à des commentaires qui ont été faits quand on parle de la question de taxation, c'est finalement notre parti qui a introduit un niveau de baisse pour la taxe pour les gens de la classe moyenne. Et puis, c'est ces partis ici qui ont voté contre cette taxe-là. Et puis finalement, c'est notre gouvernement qui a ajouté une augmentation de taxe pour les gens les plus munis. Et puis finalement, ils ont voté contre ça aussi. Puis l'autre chose aussi que je dois ajouter, c'est notre parti aussi qui a introduit l'allocation canadienne pour les enfants, qui a aidé des centaines de milliers d'enfants de sortir de la pauvreté. Ce sont des argents, des investissements très importants que les familles nous disent que ça leur aide énormément. Mais à vos collègues qui venaient de parler de privatisation, par exemple, d'infrastructures, il y a de l'inquiétude dans l'air, qui est, par exemple, la privatisation des aéroports. Qu'avez-vous à dire pour les rassurer? Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur que vous vendiez les infrastructures? Comme que le ministre Garneau l'a dit à quelques reprises durant la Chambre cette semaine et au cours des semaines, la priorité, quand on parle d'infrastructure des aéroports, on veut s'assurer la qualité de service pour les Canadiens qui voyagent. Et puis la décision va être prise à ce sujet-là. C'est finalement ça qui est la priorité, puis on va attendre de voir le budget, le contenu du budget demain. Bon, Monsieur Choquette, je vois que vous aviez les bras d'un verre. Oui, oui. Absolument. Non, ça n'a pas de sens. On vient juste, là, justement, on va peut-être en parler tout à l'heure, là, mais on vient juste de voir que dans ce qui concerne les aéroports, les services ne sont pas au rendez-vous. Par exemple, le bilinguisme, le service en bilingue n'est pas là. Donc, si on privatise, ça va être encore pire. C'est un risque aussi d'augmenter, d'avoir des tarifs. Quand on parle de privatisation, la banque d'infrastructure, c'est ça un petit peu comme le mentionnait mon collègue ici, que la banque d'infrastructure, c'est un peu la privatisation de nos infrastructures. Il va y avoir une augmentation des tarifs, il va y avoir une augmentation des frais. C'est pas aider la classe moyenne, ça. Donc, absolument pas. Non, on est très inquiets et on est encore plus inquiets avec cette réponse-là qui est tout simplement, qui ne veut rien dire, qui ne répond pas à la question. Je veux qu'on passe à un autre sujet, la modernisation du Parlement. Aujourd'hui, j'ai senti de la grogne quand il a été question, aux communes, à la période des questions, j'ai senti, Mme Petitpas-Taylor, qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, que les parlementaires travailleraient moins. Expliquez-moi un peu la réforme qui s'en vient. Mme Petitpas-Taylor, justement, sur cette réforme, alors vous avez, je pense, perdu votre écoute. Problème de connexion. Mais moi, Bon, nous, écoutez, on peut je vais aller pendant ce temps-là, Mme Boucher. Mme Boucher, vos collègues ont levé le ton quand il était question d'une réforme au Parlement. Pas juste les collègues, moi aussi j'ai levé le ton et je lève le ton. J'ai en main le papier là, qui a été tranquillement faufilé la semaine passée. Et je dois dire que depuis le début de ce mandat-là, je trouve abominable de voir qu'on est dans un air de le moins possible au Parlement. Je m'explique. Notre travail ici est tout aussi important que dans les comtés. Jamais, en campagne électorale, ou jamais on ne peut changer les règles de la Chambre des communes sans voir l'unanimité de tout le monde. Imaginez-vous 2 secondes s'il avait fallu que M. Harper, mon ancien boss, fasse ce genre de pas-là, à quel point tout le monde aurait déchiré sa chemise sur la place publique. Bien, aujourd'hui, c'est une conservatrice. Nous, les conservateurs, c'est nous maintenant.
qui déchireront notre chemise sur la place publique parce que ce papier-là, c'est le moindre effort. Moi, j'ai jamais vu ça, voir un premier ministre vouloir siéger juste une journée par semaine. Non, merci. On est ici pour représenter nos commettants. On est ici pour représenter les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois et les Québécoises. On est ici pour poser des questions et on est ici pour avoir des réponses. Bon, là, ben alors j'ai on va demander une réponse justement là-dessus, Mme Petitpas-Taylor. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Mme Boucher et de ce qui a été dit à la période des questions? Mais durant la campagne électorale, je dois être honnête, notre plateforme était claire qu'on voulait finalement faire des études pour moderniser le Parlement. Et puis la question de siéger les vendredis était seulement une de ces questions-là, mais il y a plusieurs d'autres enjeux que finalement qu'on veut étudier. C'est une étude qu'on veut avoir. Finalement, moi, je le sais, quand je suis à Ottawa, je travaille fort. Quand je suis dans mon comté, je travaille très fort aussi. Les semaines qu'on siège pour quatre semaines de fil, je dois être honnête, parfois mes clients, les gens que je représente, doivent attendre 5, 6, 7 semaines me voir. Puis je me dis quand même, ça serait beaucoup plus efficace si on pourrait quand même avoir une journée par semaine siégée. C'est tout à fait qu'on serait de notre comté, je m'excuse. L'autre chose aussi que j'aimerais dire, quand on regarde tous les parlements autour du monde, le Canada, finalement, notre parlement est probablement un des seuls parlements qui siège 5 jours semaine. Quand on regarde en Europe, et puis même si on regarde nos provinces et puis nos territoires. C'est vrai qu'effectivement, je pense qu'on a du travail à faire à ce sujet-là. Puis spécialement si on veut attirer, puis aussi si on veut attirer des jeunes et d'autres personnes pour devenir des députés. On doit finalement garder le processus pour faire une étude intéressante pour au moins avoir le dialogue. C'est même pas une étude. C'est pas ça le problème, M. Daunet. Le problème, c'est l'attitude qui est derrière tout ça. C'est ça. On a un gouvernement qui a obtenu moins de 40 des votes et qui dit « le gouvernement m'appartient ». Le gouvernement n'appartient pas aux libéraux. Le gouvernement appartient à la population canadienne. C'est à eux de prendre des décisions. C'est à eux de décider comment on va réformer ce Parlement-là. Ce qui arrive présentement, c'est qu'ils nous arrivent avec une position qui est pratiquement toute écrite, toute décidée d'avance et qui nous dit « ça va se passer comme ça ». Et c'est ça qu'on déplore. C'est ça qu'on mentionne. Si on veut vraiment faire une réforme du Parlement, il faut le faire d'une manière qui va être démocratique, qui va être respectueuse, qui va être à l'écoute de tous les parlementaires. Et présentement, ce qu'on voit, c'est plutôt un bulldozer qui arrive comme ça, là, qui veut tout balayer, puis qui veut dire « voici ma façon de faire, voici que mon premier ministre, parce que les libéraux ont décidé que le premier ministre va siéger juste une fois par semaine. » Ça n'a pas de sens. C'est sur le plan de répondre aux questions, d'être présent pour la population. On ne peut pas laisser passer ça. Monsieur Sainte-Marie, je veux aussi vous entendre là-dessus, rapidement. Bien, premièrement, nous, siéger le vendredi, là, c'est pas la fin du monde. Je suis de garde. Ce que je veux dire, c'est que la Chambre est aux 2 tiers vide, puis il y a rien que 2-3 ministres présents le vendredi. À Québec, siège 3 jours par semaine, puis ça fonctionne bien. Mais comme mes collègues l'ont dit, c'est dans le processus, dans le mécanisme. Voilà. Là, il faut que toutes les parties s'entendent. Puis nous, notre point là-dessus, c'est on s'inspire beaucoup là, de Westminster, du gouvernement de la Chambre des communes en Angleterre. Mais là-bas, à peu près tous les partis sont reconnus. Moi, je pense qu'il faudrait impliquer le Bloc puis évidemment le Parti vert avec le nombre de votes qu'ils ont reçus, puis qu'ils soient reconnus, ces comités, puis les budgets de fonctionnement, pour que chaque électeur ait une équité là, dans sa représentation ici. Bien, écoutez, je vous remercie, vous quatre, d'avoir été là. On va suivre, évidemment, la motion du NPD. On n'a peut-être pas eu la chance d'en parler aujourd'hui, mais on va y revenir cette semaine. Une motion qui vise à avoir davantage de bilinguisme au niveau des aéroports canadiens. Merci d'avoir été là.